c'est parti donc pour Smart Bourse. Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux taux obligataires, des taux obligataires qui se détendent légèrement ce matin, que ce soit le 10 ans US ou l'OAT à 10 ans en France. On est aux alentours de 3,22% pour le 10 ans US, aux alentours de 2,24% pour l'OAT à 10 ans en France. Une question que nous allons nous poser pour commencer: est-ce la fin du krach obligataire, ou voit-on en tout cas se dessiner la fin du krach obligataire? C'est une question que nous allons poser à notre invité. Julien Tisserand est avec nous pour en parler. Bonjour Julien Tisserand. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. La question, je l'ai donnée en introduction. Voit-on, selon vous, se dessiner la fin du krach obligataire? Alors, on peut être certain de rien dans cet environnement, c'est le premier point. Bien sûr. Beaucoup d'humilité en tant que gérant obligataire et observateur du marché. Ce qu'on semble voir se dessiner, c'est en tout cas, de notre point de vue chez Edram, la fin d'une séquence de hausse de taux qui a été très brutale, très rapide. D'accord. Et on pense que le gros de cette séquence est plutôt derrière nous et que l'été... Et on voit depuis quelques semaines ce dilemme entre inflation et croissance qui commence à se dessiner, où jusqu'ici la croissance tenait suffisamment pour que les banques centrales réagissent très violemment à la hausse de l'inflation. Et aujourd'hui, les investisseurs suivaient, ou en tout cas revoyaient la remontée des rendements, adhéraient à cette idée, tout à fait. Et aujourd'hui, on voit les données de croissance qui commencent à se détériorer, des données de sentiment de marché, quand on voit des sondages d'entreprises qui commencent à se détériorer. Et donc, on a ce dilemme qui s'établit, et ce qui, de notre point de vue, va rendre les taux d'intérêt, ou va empêcher les taux d'intérêt de remonter trop brutalement à partir de maintenant. On va avoir... Le stress est passé. Une partie du stress, en tout cas, et que ce facteur de croissance qui rebaisse, ou ces attentes de croissance qui vont baisser, vont commencer à peser plus sur la dynamique de taux d'intérêt, et en tout cas freiner une partie de la remontée si on continue à avoir des chiffres d'inflation qui reste élevé, ce qui est notre scénario central pour les prochains mois. On s'attend à une inflation en zone euro autour de 9 à 10% durant l'été, et qui va rester très élevée pendant... On n'aurait pas encore atteint le pic d'inflation actuellement. Exactement. Aux États-Unis également. Aux États-Unis, par exemple, on a des prix du gasoline américain à la pompe, des prix à la pompe qui ont encore augmenté au mois de mai et juin. Bien sûr. Et qui vont continuer à se refléter sur l'indice d'inflation. Alors, on voit avec cette détente des matières premières qu'on pourra peut-être dans les prochains mois envisager une stabilité, peut-être avec des prix du pétrole plus bas, qui, de notre point de vue, reflète cette inquiétude sur la croissance. Alors justement, on reviendra effectivement après sur les banques centrales, mais peut-être un petit mot sur le pétrole. Donc, parce qu'on assiste à une détente effectivement depuis une semaine sur le pétrole spécifiquement. Quand on regarde ça depuis le début de l'année, ça reste une petite détente après une forte hausse de cet indice. Ça vient traduire, selon vous, ces incertitudes sur la croissance, justement? Tout à fait, c'est l'interprétation qu'on en fait sur le mouvement qu'on connaît depuis une dizaine de jours, qui vient juste après l'annonce de la BCE et de la Fed, donc qui n'est pas anodin. On voyait aussi cet espoir de réouverture en Chine avec cette politique zéro Covid qui semblait se desserrer, qui finalement est revenue, et une Chine qui ne réouvre pas forcément suffisamment au sens des investisseurs. Et donc tout ça pèse sur les cours du pétrole. Mais pour nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est aussi les métaux industriels, qui eux sont en baisse depuis maintenant de nombreuses semaines, et ont par exemple eu un pouvoir un peu plus prédictif. Si on reprend la séquence vraiment très très rapidement, la séquence de 2018, quand on a eu ce resserrement très brutal de la Fed, les premières matières premières à faire un pic ont été les métaux industriels à l'été 2018, au tout début de l'été, et ensuite le pétrole a suivi. Et donc on a un peu cette séquence qui semble se reproduire, avec des métaux industriels qui rebaissent déjà depuis plusieurs semaines, et un pétrole qui aujourd'hui suit. Donc pour nous, c'est plutôt des craintes sur la croissance qui se manifeste aujourd'hui. Alors, si je reviens sur effectivement donc, le krach obligataire ou les taux, donc effectivement, il y a eu les épisodes de banque centrale, ou l'épisode des banques centrales la semaine dernière, et même
la semaine d'avant, puisqu'effectivement on commande toujours avant d'avoir effectivement les décisions officielles. Pour autant, les hausses de taux ne sont pas finies. Elles n'ont d'ailleurs pas commencé réellement pour la BCE. Elles sont annoncées, mais elles n'ont pas commencé. Pour la Fed, on a annoncé 75 points de base la semaine dernière. On anticipe potentiellement une autre hausse de 75 points de base à venir. Ça ne peut pas venir alimenter un nouveau krach obligataire tant qu'on reste dans les anticipations d'inflation qui n'iraient pas au-delà de 10% avec un pic cet été ou à la fin de l'été. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ce qui est nouveau aussi dans le phénomène d'accélération des taux qu'on a connu cette année, c'est l'utilisation par les banques centrales de la forward guidance, qui n'était pas présent dans les années, par exemple, 90, quand la Fed a été aussi fait des remontées assez brutales de ses taux d'intérêt. Et aujourd'hui, le marché est allé s'adapter très très rapidement. Et en fait, ce qu'on a, c'est des banques centrales qui valident les anticipations de marché plus qu'elles ne les finalement force à la hausse. D'accord. À part cette hausse de 75 bips de la Fed, jusqu'ici, c'était plutôt le marché qui poussait la Fed à aller monter ses taux d'intérêt. Qui s'inquiétait effectivement de cette inflation qui durait et dont on ne voyait pas le pic. Oui. Et là, on a le sentiment, de notre point de vue, que la Fed, avec ses 75 BP de hausse de taux, reprend la main et valide ces anticipations de marché, et on atteint un pic, en tout cas local, d'agressivité du langage vis-à-vis de l'inflation. C'est la même chose pour la BCE, qui parle de hausse de 50 BP maintenant, potentiellement en septembre. Alors moi, j'allais vous dire que la BCE avait eu l'air un peu plus surprise du fait d'une réunion en urgence pour trouver une solution, en tout cas montrer qu'elle réfléchissait à une solution ou qu'elle avait dans son attirail un outil déjà prêt pour répondre à des niveaux de spread qui s'élargissaient finalement au sein de la zone euro. Non, vous n'avez pas vu ça comme finalement une surprise cette réunion de la semaine dernière ? Si, elle nous a surpris par le langage qui était très haussier sur les taux d'intérêt. La BCE n'a pas sûrement pris la mesure que ce nouveau langage ou ce changement de pied en un aussi court laps de temps, depuis quelques mois seulement, allait impacter autant les spreads, notamment périphériques. Et post la réunion, on a vu les spreads BTP Bund 10 ans, par exemple, remonter de 40 BP très très brutalement, et aller tester la crédibilité de la Banque centrale, là où la BCE, Madame Lagarde, pendant cette réunion, nous disait ne pas être inquiète sur cet écartement, qu'il n'y avait pas de niveau en vue auquel ils interviendraient. En fait, après coup, on a vu très rapidement que ce niveau, autour de 240-250 BP, on commence à avoir un niveau de stress suffisant sur les pays de la périphérie qui pourrait endommager ou entamer finalement la possibilité de la BCE de remonter ses taux. Et c'est ça, cet outil anti-fragmentation qu'ils ont annoncé dans l'urgence, c'est permettre de stabilisation des spreads périphériques pour laisser la main libre à la Banque centrale de pouvoir remonter ses taux. Et la Banque centrale a eu peur qu'on ait un dérapage des spreads et qu'on recrée une crise de la dette avec une explosion des spreads et que dans ça certaines régions de la zone euro. Exactement, et que ça impacte le système bancaire et qu'il y ait des effets ricochets. Et elle a finalement préempté ce phénomène-là en annonçant cet outil anti-fragmentation, ce qui, notre compréhension, va lui permettre de pouvoir remonter ses taux plus sereinement, si on peut le dire. Donc l'annonce d'un outil veut dire d'autres hausses de taux à venir pour pouvoir continuer cette politique de normalisation de sa politique monétaire. Alors, cet outil, on n'en a pas beaucoup d'informations aujourd'hui, mais on peut faire des conjectures. Comment est-ce que la BCE peut faire concrètement pour, d'un côté, tenir son objectif de réduction de bilan, de l'autre, tenir son objectif de hausse des taux, et tout en restant, j'ai envie de dire, un peu plus souple vis-à-vis de certaines économies de l'Union européenne qui en auraient besoin, ou de la zone euro qui en aurait besoin. Tout à fait. On n'a pas beaucoup de détails pour le moment. On en aura, et les investisseurs s'attendent à avoir des détails à la réunion monétaire de juillet. Bien sûr, oui. Et là, la BCE va être très attendue sur ces détails-là. On a compris également qu'ils n'en ont pas discuté entre eux pour l'instant des détails. Donc c'est vraiment un travail qu'ils vont devoir faire très très rapidement. Plusieurs phénomènes. On peut deux solutions qui semblent avoir un consensus de marché ou qui sont discutées sur les marchés financiers, c'est-à-dire des achats que la BCE pourrait réaliser de BTP, de bonos espagnols par exemple, pour contrer des mouvements de stress excessifs sur les marchés. Et ce qui viendrait augmenter mécaniquement le bilan de la BCE pour le coup. Tout à fait, parce qu'elle réinjecterait des réserves auprès des banques auxquelles elle rachèterait ces titres, et pour éviter un phénomène de réaugmentation de son bilan qui ne semble pas forcément être son objectif premier, réaugmenter le bilan. À un moment où elle dit il faut être plus restrictif, ça semble être un peu contradictoire. Donc un moyen de faire cela,
deux solutions. Soit c'est vendre d'autres titres en face de ces achats. On pourrait imaginer des ventes de titres d'État plus corps, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. D'accord. Ou de venir mettre un mécanisme en place d'absorption des réserves qu'elle aurait créées auprès du système bancaire en achetant ces titres italiens ou espagnols, pour prendre cet exemple-là, et forcer les banques à mettre cet argent ou cet excédent de réserve dans des dépôts avec un certain temps à terme. D'accord. Pour réinvestir cet argent finalement. Voilà, pour forcer cette liquidité à ne pas revenir dans le système bancaire et à sortir du système bancaire. Donc finalement, racheter de la dette d'un côté, mais la réinjecter dans l'économie d'une certaine manière de l'autre pour ne pas que ce soit dans le bilan finalement de la Banque centrale. C'est ne pas faire augmenter le bilan. Ne pas faire augmenter le bilan. Probablement la solution qui sera la privilégiée. Sinon, le message qui pourra être envoyé peut être un message de nouveau, on réassouplit la politique monétaire, ce qui ne nous semble pas le message qui doit être privilégié aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on doit dire, c'est que cet outil, on sent qu'il a la volonté d'être crédible. Vraiment, c'est la principale mesure qui est avancée par tous les membres de la BCE qu'on voit régulièrement depuis une semaine. C'est la crédibilité et, si possible, ne pas avoir utilisé cet outil. Comme en 2012, si vous vous souvenez, c'est l'outil d'achat de titres qu'on appelle OMT n'avait pas été utilisé. Mais encore faut-il qu'il soit suffisamment crédible. Exactement. Pour pouvoir et donc les investisseurs vont juger sa crédibilité avec les détails qu'on va avoir et également la volonté de le mettre en application rapidement. Alors une question rapide, il nous reste quelques secondes. Peut-on envisager un changement de politique monétaire de la BCE, cette fois-ci en fonction de chiffres d'inflation qui viendraient à montrer que le pic est déjà derrière nous, ou au contraire qu'il ne va pas arriver dans 2 mois, mais dans 6 ou 8 mois? On pense que, donc, comme le scénario central est que l'inflation va rester élevée pour beaucoup de facteurs, on a eu un lissage des prix de l'énergie dans beaucoup d'économies, notamment en France, qui vont être impactés dans l'inflation à venir encore. On pense que la BCE pourra réagir comme la Fed. Donc la Fed attend de voir un pic sur l'inflation et plusieurs chiffres d'inflation successifs, plusieurs mois de baisse avant éventuellement d'être moins agressif sur ses remontées de taux. Sûrement que la BCE pourrait adopter la même stratégie si on voyait l'inflation rebaisser. Dans le cas d'une inflation qui serait plus durable, on pourrait voir une BCE avec des remontées de taux de 50 points de base. Ça nous semble compliqué, étant donné l'historique de la fragilité de la zone euro, de sa cohésion, d'avoir des remontées beaucoup plus agressives qui viendraient sûrement entamer la croissance de manière trop forte. Donc 50 BP semble le bon rythme maximum pour la BCE. Si elle devait faire plus. Merci beaucoup Julien Tisserand d'être venu partager votre expertise avec nous sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérant multi-asset et overlay chez Edmond de Rothschild Asset Management. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.